Bonjour, donc le débat qui nous réunit aujourd'hui, qui réunit Omar Bandera et Mathieu Rigouste, euh, deux événements sont à la base de ce débat, c'est ça qui va nous intéresser. Ce sont deux événements par, par beaucoup d'aspects similaires. Ce sont les manifestations de décembre 1960 des Algériens pour l'Algérie algérienne, pour l'Algérie musulmane, qui a été fortement réprimée, mais qui a donné aussi, qui a été un moment très important dans cette période politique qui a abouti finalement aux négociations et aux accords d'Évian, à l'indépendance et à la paix. Et il y a bien entendu, événement beaucoup plus récent et toujours vivant, c'est le Hirak. Ce débat, donc, avec Mathieu Rigouste et avec Omar Bendera, alors je vous les présente rapidement. Omar Bendera, qui est né en 52 en Algérie, qui était banquier, qui était président de la Banque publique d'Algérie, qui est en France depuis le début des années 90, qui a beaucoup écrit, qui milite au sein de l'association Algeria Watch et qui a participé, co-dirigé même, cet ouvrage important qui s'appelle Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, pardon, voilà, qui est paru en février 2020 aux éditions La Fabrique. Et puis Mathieu Rigouste, qui lui est un chercheur, un sociologue, un chercheur en sciences sociales, qui lui aussi a beaucoup écrit et qui a notamment fait récemment à la fois un livre et un film qui sont sortis en 2020, Un seul héros, le peuple. Et là, il décortiquait, il analysait et il collectait aussi des témoignages, ce qui a été assez peu fait, sur ces manifestations de décembre 1960 qui étaient totalement inattendues, et du côté algérien, et du côté européen, et du côté, voilà, c'était totalement inattendu. Alors, pour rappeler en deux mots ce qui s'est passé en décembre 60, c'est un épisode qui a été parfaitement documenté, notamment assez précisément dans le livre de Stora et de Rochebrune qui s'appelle La guerre d'Algérie vue par les Algériens, qui est sorti il y a quelques années. Il y a tout un chapitre là-dessus sur décembre 60. Ce qui se passe, De Gaulle a décidé en novembre, il l'annonce, non seulement la paix des braves, ça il réitère la formule, mais il expérimente une formule pour voir un peu, pour sonder, qui n'est plus l'Algérie algérienne, terme qu'il avait déjà employé, mais République algérienne. Parce qu'il sent bien que les carottes sont cuites et qu'il va falloir, les négociations ont déjà commencé en fait en sous-main, et donc il veut tester cette option à la fois sur la communauté européenne pied noir, bien sûr, mais sur l'armée française aussi qui est en Algérie. Et donc il va en Algérie, De Gaulle, il va en Algérie quelques jours en décembre, et en fait, il est reçu très très mal par les Européens, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations d'ultra pro-Algérie française qui se déchaînent dans les rues d'Alger et qui vont essayer d'embringuer les Algériens qui sont dans les bidonvilles ou les quartiers populaires pour les forcer à manifester avec eux au nom de l'Algérie française. Ça ne marche pas très bien. Tout ça se finit de manière assez pathétique, violente et ridicule. Et arrive le samedi 11 décembre. Et là, surprise générale, ce sont les Algériens qui descendent, non pas par dizaines, non pas par centaines, mais par dizaines de milliers, qui descendent de tous les quartiers d'Alger et qui manifestent au cri de Algérie arabe, Algérie musulmane, vive Abbas, Ferhat Abbas, VPRA, libérer Ben Billa, qui est effectivement emprisonné avec les autres dirigeants qui avaient été kidnappés par l'armée française. Donc, manifestation monstre, hommes, femmes, enfants, etc. Répression terrible et réaction très violente aussi, presque plus terrible d'une certaine manière que la répression militaire. Ce sont les ultras, les Européens, qui sont affolés et qui vont se mettre à tirer dans le tas. Donc, il y a des dizaines de morts chez les Algériens. Mais au lendemain de ces 2 journées d'émeutes, on va dire, spontanées, il n'y avait pas eu de mot d'ordre du FLN, rien. C'était une exaspération devant ces fanfaronnades des pieds noirs, comme disait Mouloud Ferraoun, qui a noté dans son journal cet épisode aussi. Eh bien, ces 2 journées-là ont marqué, pour les gens les plus politiques, comme De Gaulle, il a compris que l'Algérie de papa, c'était fini, ça ne passerait pas.
Et quelques jours, quelques semaines après, à l'ONU, un vote a eu lieu qui donnait à l'Algérie le droit à l'indépendance. C'est la première fois que cela a été voté à l'ONU. Et ensuite, évidemment, ça va durer des mois et des mois, hein, jusqu'au printemps 62. Mais là, la voie était lancée jusqu'aux négociations de paix et jusqu'à l'indépendance. Alors, bien sûr, le Irak, c'est une autre période. Il n'y a plus la colonie. Il y a l'oppression, bien sûr, il y a la répression aussi, et on va en reparler avec Mathieu Rigouste. Mais avant d'aller au Irak, je voudrais revenir avec Omar Bendera, qui connaît les deux, d'une certaine manière, puisque lui, quand il était tout petit garçon, il avait 8 ans, et il était dans les rues d'Alger avec son papa, qui était un syndicaliste, hein, je crois. Omar, raconte un petit peu les souvenirs que tu en as, ou les souvenirs de ton père, peut-être. Mon père était dans la clandestinité. Il n'était pas dans les manifestations du 11 décembre, il était dans la clandestinité dans le Constantinois. Mais par contre, moi, j'y étais bel et bien avec les copains de l'école Duc d'Écart. Nous étions au centre-ville d'Alger, tout près du forum, tout près du palais du gouvernement actuel, qui s'appelait alors le gouvernement général. Et puis le matin, on a eu le mot d'ordre, une rumeur, un bruit a couru qu'il fallait que nous allions tous au champ de manœuvre, tous les Arabes. Et donc, tous les Arabes de l'école Duc d'Écart, nous sommes descendus dans une atmosphère plutôt festive, hein, et c'était sympa. Et donc, on s'est retrouvés avec des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers d'autres entre le champ de manœuvre et le boulevard Thiers dans Bellecour. Assez rapidement, nous avons été confrontés au CRS, heureusement pour nous, parce que c'était ni l'armée ni les fascistes pieds noirs. Les CRS faisaient leur métier, j'allais dire professionnellement, hein. Ils n'étaient pas enthousiastes, donc ils nous frappaient avec modération et nous créions Algérie arabe, Algérie algérienne, Algérie musulmane, ce que tu viens de dire très justement. Voilà, et puis ça a duré toute la journée, ça s'est beaucoup tendu en début d'après-midi, surtout dans ce quartier central d'Alger, où il y avait le café de Joe Ortiz, le forum, où il y avait beaucoup d'ultra. Il y a eu quelques coups de feu, il y a eu des morts, moi j'en ai vu. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une maman absolument terrifiée, persuadée qu'elle ne verrait plus son fils. Et le lendemain matin, nous avons recommencé. Voilà. Et c'était bien parce que il y avait une sorte de détermination non violente. C'était pas du tout agressif, hein. Moi, je me souviens pas il fallait frapper ou casser ou détruire. Et c'était une manifestation où il fallait s'affirmer, dire nous existons. Voilà. Et ce que je voudrais savoir, c'est Mathieu Rigouste, qui lui est né en 80, donc forcément, il a appris ça après. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie de mettre le projecteur, d'explorer cette période qui est déjà assez documentée? Et comment est-ce qu'il a commencé à travailler sur ce sujet? Puisque ça a donné, donc je le disais tout à l'heure, à la fois un livre et un film. Euh, donc voilà, parce que vous avez pu aller à Alger. Comment vous avez travaillé? Alors, ouais, je vais vous répondre à ça. Et puis, en fait, après, je vais essayer de revenir un petit peu sur la présentation de décembre 60, parce que justement, en fait, c'est assez peu documenté. Et la version là qu'on en a, c'est un peu la version, je dirais pas officielle du côté algérien, mais justement, en bossant sur ça, à partir des archives et à partir de nombreux entretiens. Bon, je vais essayer de mêler les deux réponses en même temps, mais C'était du un coup, on n'est point pas du tout obscur, vous sur voulez dire. deux C'était journées, un mais on point est sur. obscur. Ouais, c'était un point obscur un C'est-à-dire, petit peu. il y a eu une mémoire instrumentale qui a été plus ou moins construite par l'État algérien dessus. Après, il y avait des mémoires incarnées par les Algériens, les Algériennes elles et eux-mêmes, avec qui on avait peu demandé de témoigner. Bon, et du côté français, cette histoire-là a été complètement dissimulée, notamment parce qu'elle a donné lieu à un massacre d'État. Et donc ça, je vais revenir un peu dessus. Donc effectivement, les colons tirent, hein, où ils jettent tout ce qu'ils peuvent sur les manifestants. Mais parce que ça, quand même, ça a été un discours qui a été tenu par l'extrême droite coloniale à ce moment-là, de dire que et notamment par l'armée, en tout cas, de dire que c'était pas tant l'armée qui avait fait ce massacre. Bon, et en fait, l'armée obtient le droit d'ouvrir le feu, elle ouvre le feu
sur la foule dans plusieurs villes. Et donc, on est vraiment face à un massacre d'État, hein. Moi, j'arrive à au minimum 268 morts. Donc, on est clairement face à un massacre d'État, encore un crime colonial de l'État français qui a été mis sous le tapis, hein, complètement. Bon, notamment parce que l'État français s'est auto-amnistié de ces crimes pendant la guerre d'Algérie. Et du coup, on n'est pas sur 2 jours, mais on est sur 3 semaines de révolte généralisée. Alors, en général, on retient le Hadash décembre, le 11 décembre à Alger, où effectivement, on a cette manifestation gigantesque, extraordinaire à Belouizdad, à Bellecour, avec plus de 10 000 personnes dans les rues. Mais enfin, vraiment juste sur Belouizdad, hein, alors que le 11 décembre, il y a aussi la Casbah qui sort, enfin, il y a plusieurs quartiers qui sortent. Mais en fait, on a un soulèvement général des différentes strates des classes populaires, ouvriers en grève, maquisards blessés, prisonniers à peine libérés, et puis massivement des femmes et des adolescents dans toute l'Algérie, hein, dans toutes les grandes villes. Moi, j'ai des témoignages sur plus de 25 grandes villes algériennes. J'ai des témoignages dans des villages, dans des petites villes, et vraiment à travers toute l'Algérie, et jusqu'à début janvier 61. C'est-à-dire Tiaret se soulève dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, le 6 janvier 61. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui dure plus de 2 jours, qui dure plusieurs semaines, et qui est réprimé à la fois, à chaque fois, par d'abord l'extrême droite coloniale, les Européens d'extrême droite, puis par la police, et quand elle se fait déborder, parce que dans la plupart des grandes villes, elle se fait déborder par ces manifestations-là, l'armée est envoyée, et elle est autorisée à tirer dès le 12 décembre, et elle ouvre le feu dans plusieurs grandes villes. Et du coup, ça ne commence pas non plus à Alger. Je sais, ça fait polémique des fois quand on y est, mais bon, ça commence à Ain Tmouchent le 9 décembre, c'est-à-dire dès l'arrivée de Gaulle. Et il y a déjà des soulèvements le 10 à Alger et à Oran, et vraiment à Oran, un soulèvement gigantesque dès le 10 décembre. Et Alger se soulève aussi le 10 décembre. Et donc, on a ce 11 décembre qui est resté dans les mémoires, notamment avec ces photos qu'on a à Belouizdad, à Bellecour, aussi du fait qu'il y a des journalistes étrangers, hein, du monde entier qui sont là, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des heurts très très forts, mais personne effectivement ne s'attend à ce que ce soit un soulèvement du peuple algérien. Parce que, alors, donc, comme ça a été dit, l'extrême droite coloniale organisée à travers le front de l'Algérie française, elle a prévu un putsch, un coup d'État militaire pour renverser De Gaulle, qu'elle a déjà commencé à expérimenter à l'automne, et où vraiment il y a des accords entre le FAF et les régiments coloniaux pour se saisir du pouvoir politique à Alger, rejouer le coup de mai 58, et ce coup-là faire tomber De Gaulle pour imposer ce qu'eux appellent à l'époque l'Algérie française, et donc on imagine une forme d'apartheid militarisé. Donc, ce plan de coup d'État et d'apartheid est mis à terre par le soulèvement général des classes populaires algériennes, mais aussi donc, ce que De Gaulle appelait, comme ça a été dit, l'Algérie algérienne, et qui était en fait déjà un premier programme néocolonial, qui était une forme de coopération, mais en fait sur le même modèle que ce que la France a essayé d'imposer dans la plupart de ses ex-colonies, une forme de coopération néocoloniale. Et donc ce projet qu'il avait d'une manière machiavélique appelé l'Algérie algérienne, les Algériens savaient qu'ils venaient en Algérie dès le 9 décembre pour le promouvoir. Et donc c'est aussi ce premier projet néocolonial qui est mis par terre par ces soulèvements, parce que donc De Gaulle rentre à Paris. Il est court son séjour, ça devait durer 7 ou 8 jours, ça n'en dure que 5, et il retourne à Paris, et il affirme, il y a des traces dans ses mémoires et dans des discussions autour de lui, où il dit que bon, ce programme-là ne va pas pouvoir marcher, il va falloir négocier avec le FLN, avec le GPRA, et donc bien entendu il fera encore tout ce qu'il peut pour faire passer les intérêts français dans ces négociations, mais en tout cas son projet à lui, qui était d'installer une administration algérienne soumise et vassalisée aux intérêts français, tombe aussi à cause de ces manifestations-là. Et du coup, on est vraiment face à un soulèvement qui a un rôle historique extrêmement important, et qu'on avait, qui est connu en Algérie, surtout par les anciens, par la génération qui y a participé, plus que par la jeunesse, même s'il est revenu un petit peu là dans la culture populaire depuis février 2019. Mais on l'avait vu un petit peu comme, en tout cas, par une partie des cadres du FLN d'après l'indépendance, il avait été décrit un petit peu comme une sorte
de soulèvements plus ou moins organisés par le FLN, et en tout cas où le peuple, d'une manière monolithique et uniforme, aurait répondu à l'appel du FLN qui lui aurait demandé de se soulever. Et où là, bon, en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Hein. Et le GPRA de l'époque reconnaît lui-même que c'était Oui, ni Ben prévu, Tobal l'a dit voire très même que ça clairement. l'arrangeait pas tellement. Exactement. Ben Tobal dit clairement qu'il n'avait pas prévu et que ça les arrangeait pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est Ferhat Abbas, le 16 décembre, qui demande aux Algériens et aux Algériennes de rentrer chez eux Absolument. et de laisser le GPRA négocier l'indépendance. Et il n'est pas écouté, puisque dans la plupart des grandes villes algériennes, les manifestations continuent. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a même une dizaine de villes où les manifestations commencent après que le GPRA ait demandé de cesser de manifester. Alors, à vous deux, je Et voudrais alors, poser la question. Ouais. Non, j'aurais juste posé la question sur, quand même, là, du coup, j'en suis très curieuse. Est-ce que dans la recherche que vous avez faite, dans la collecte de témoignages et d'analyses que vous avez pu récolter, comment vous expliquez cette espèce de feu qui a été mis, alors que c'était une époque, nous, c'est facile. Enfin, là, on voit bien que c'est pas toujours facile quand on a des moyens technologiques avancés. Mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas, même le téléphone, c'était pas souvent inexistant, enfin, en tout cas chez les Algériens. Donc, comment ça s'est passé, presque techniquement? Et puis, qu'est-ce qui a été le... Est-ce que c'est l'arrivée de De Gaulle qui a provoqué? Est-ce que c'est un espoir de quelque chose ou une exaspération? Comment vous expliquez cette mise à feu? C'est toute la problématique du livre hein, et de l'enquête, de savoir d'où vient. Alors, en Algérie, quand on parle de la spontanéité. Donc, il y a un débat entre des gens qui vont dire Ouais. non, c'était organisé par le FLN. Bon, l'extrême droite coloniale n'est plus là, mais elle aussi avait prétendu que c'était le FLN qui avait manipulé tout Sûr. ça. Et puis, bon, les gens qui l'ont vécu, en général, disent non, c'était spontané. Mais même cette spontanéité-là, en fait, on se demande, parce que ça tombe pas du ciel non plus, d'un seul coup, comme ça, les gens ne sortent pas comme ça. Et du coup, ça a été le travail de tout le livre, hein, ça a été 7 ans d'enquête, Cette donc année, notamment ouais. à travers les témoignages, d'essayer de comprendre comment les gens sont sortis. Et ben, moi, la thèse que je défends, c'est que c'est l'aboutissement de 130 années de résistance populaire. C'est-à-dire que les classes populaires ont résisté tout au long de la colonisation depuis le début. D'ailleurs, pas mal d'historiens même finissent par considérer que c'est une conquête jamais aboutie, cette conquête coloniale, parce qu'en fait, il n'y a jamais un moment où le peuple algérien serait absolument soumis, où la conquête serait terminée, et où finalement on a des pratiques de résistance invisibles. Et c'est ce que l'anthropologie anarchiste nord-américaine appelle la micropolitique, c'est-à-dire le fait de concevoir que dans les quartiers populaires, dans la famille, dans la communauté, et notamment dans les espaces féminins, où en fait finalement généralement le regard des historiens, des sociologues vient se poser plus tard, hein, et notamment, et donc tout ça a été soulevé par les historiennes hein, de la guerre d'Algérie et de l'histoire des femmes, qui ont montré tout ça, une politisation invisibilisée, où finalement on voit qu'il y a une sorte de préparation. Les opprimés, les colonisés se préparent à surgir. Alors, et puis ils surgissent régulièrement, hein, parce que donc, et des manifestations populaires, il y en a à plusieurs époques, mais bon, des insurrections contre l'occupation coloniale, il y en a tout au long de la colonisation et dans les différentes régions. Et donc ces choses-là se transmettent, ça se transmet dans la culture aussi, on transmet ça aux enfants, ça se transmet dans différentes pratiques, et où on va voir l'esprit de résistance, ce que les Palestiniens appellent le smoud. On va le voir dans la chanson, dans la poésie. On va le voir jusque dans le sport, la place du football dans la révolution algérienne et dans toute la culture politique du peuple algérien est extrêmement forte. Et donc voilà, dans différents espaces auxquels en général on ne considère pas comme profondément politiques, ou au même niveau que les maquis, au même niveau que les directions politico-militaires, en fait, les classes populaires mettent en place des formes de ruses, d'évitement, parfois de contre-attaque, des pratiques de confrontation. Et donc là, il y a différentes étincelles en décembre 60, mais qui sont inscrites toutes dans cette longue histoire hein, des résistances populaires. Et ces Alors, étincelles, donc, pour donner un peu la parole à Omar Bendera, qui lui, a peut-être une vision peut-être différente ou qui va dans ce sens-là. Comment est-ce que lui, il explique cette explosion de décembre 1960? Comment est-ce que dans sa famille, la mémoire de ces événements ont été commentés et décrits? Un des ferments de cette explosion, c'est incontestablement l'exaspération devant l'arrogance coloniale.
En 60, nous sommes quelques mois, quelques années après ce que certains ont appelé la bataille d'Alger, qui est l'écrasement de la population civile algérienne par la 10e division parachutiste. En 57, Donc, oui. il y a oui, en 57. Donc, il y a une longue maturation et une longue restructuration, réorganisation des groupes de guérilla urbaine au niveau local. Dire que le FLN n'existe pas à Alger est absolument faux. Le FLN est présent, il est actif et il est organisé politiquement et militairement en tout petits groupes qui sont présents, visibles pour nous et très actifs. Et ces groupes-là ne vont pas jouer un rôle déterminant dans le déclenchement de ces manifestations, je ne m'en souviens pas. Et je crois que la mémoire familiale n'en fait pas état. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils ont soutenu et ils ont encadré et ils ont essayé de limiter, si vous voulez, les débordements. Donc, ils existaient bel et bien, les groupes de choc du FLN. Et d'ailleurs, c'est après décembre 60 que viendra l'idée de créer une zone autonome et pour essayer de fédérer, organiser ces groupes qui étaient pour la plupart des groupes affiliés au FLN. Et d'ailleurs, dans le 11 décembre 60, je me souviens, nous avions des drapeaux algériens avec écrit dessus FLN. Et c'est un peu une sorte de jonction entre la spontanéité de la population face à une situation absolument insoutenable, hein. L'arrogance des pieds noirs qui étaient certains d'avoir gagné la guerre, qui étaient certains d'avoir écrasé le FLN, devenait insupportable. Ça, je pense que ça a énormément contribué à... Maintenant, la mémoire de cela dans la famille, ben écoutez, il y a eu, après l'indépendance de l'Algérie, une espèce d'écriture tout à fait formelle, bureaucratique de l'histoire, qui avait pour rôle plus ou moins de légitimer le pouvoir politique post-indépendance. Mais la mémoire de ces événements, pas seulement du 11 décembre 60, mais de bien d'autres, avant et après, a permis de conserver cette espèce d'histoire populaire qui vient contredire cette espèce d'évangile officiel, glacial, bureaucratique, sans âme. Comme tous les romans D'ailleurs, nationaux. moi j'ai beaucoup aimé le titre. Oui, voilà. Mais enfin, celui-ci en particulier, qui est de nature presque stalinien. J'ai beaucoup aimé le titre de Un seul héros, le peuple, parce que ce slogan intervient après l'indépendance. Absolument. Ce slogan, il intervient il intervient après le 19 mars 1962, au moment du cessez-le-feu. Et que signifie-t-il politiquement? Et pourquoi ce slogan apparaît-il soudainement sur tous les murs de toutes les villes algériennes? C'est très intéressant. Nous sommes dans un contexte de lutte politique entre l'armée des frontières, l'armée de Boumedienne, et les maquis de l'intérieur. Et les maquis de l'intérieur ont la légitimité historique, ils ont des chefs guérilleros reconnus, hein, les chefs de la wilaya 3, 4, 2, 5, etc. Tout ça, ce sont des chefs qui sont reconnus et qui ont une audience auprès de la population. Donc ce slogan-là, au départ, c'est probablement la première opération psy-op de la sécurité militaire, consiste à discréditer les maquis de l'intérieur et leurs chefs en anonymisant la bravoure et l'esprit de résistance en la dépersonnalisant. Voilà. Et donc, le fait que Mathieu Rigouste l'ait repris en donnant à ce slogan un contenu politique réel, qui est celui de la résistance du peuple tout entier, parce que ça a existé, j'en suis témoin, et c'est une des raisons de mon engagement politique actuel, c'est redonner à ce slogan sa vraie dignité. Mathieu, est-ce que vous saviez cette histoire Oui, ben, du coup, quand j'ai mené l'enquête, donc j'ai été en Algérie plus régulièrement pendant les 7 années, et forcément on a ces discussions-là. Moi, je reprends pas le slogan à mon compte, mais c'est justement toute la discussion, et j'en parle dans l'introduction, c'est de voir comment ce slogan il a été codé et recodé de différentes manières. Et c'est marrant parce que du coup, donc, cette manière-là, elle est connue par
par les gens qui l'ont étudié et qui l'ont vécu, mais il y a aussi d'autres manières de le vivre et qui restent dans la tête des gens, comme et notamment dans la manière dont on le voit écrit sur les murs, où il y a des personnes qui ont retenu que c'était déjà une opposition à ces luttes de fractions pour la prise du pouvoir et la gestion de l'État post-indépendance. Et donc, pour dire, donc là, ce qu'on vient de se dire à ce moment-là, c'est-à-dire que les classes populaires avaient un rôle fondamental dans la révolution algérienne et tout au long de la résistance. Et après, on va voir, dans les différents entretiens que j'ai menés, il y a des gens qui le codent encore d'autres manières. Il y a une personne à la Casbah qui me dit que lui, il l'entend comme le fait que le peuple ne fasse qu'un seul héros, une seule personne dans ce moment-là, et où il vient raconter justement ces moments des manifestations où, la foule unie face à l'ordre colonial, face à la répression, constitue une sorte de corps commun. Et puis, on va le voir revenir aussi à partir de février 2019 avec cette nouvelle manière d'être codé. Enfin, il va être codé de différentes manières, aussi par chaque personne qui l'utilise, mais où la manière dont il est réemployé dans l'Irak aujourd'hui, il vient désigner justement, enfin, il vient résonner un peu plus avec cette signification de place des classes populaires dans l'histoire, dans les transformations sociales, etc. Et voilà, mais donc moi je ne l'utilise pas en titre comme si je le reprenais à mon compte, mais plutôt comme la trace de différentes manières de coder, mais aussi de considérer le rôle des classes populaires. Et donc là, je dis classe populaire, hein, j'insiste sur ça pour ne pas reprendre le terme de peuple, parce que finalement, le peuple, du point de vue de la socio-histoire, c'est pas un concept qui est opératoire. On est déjà dans du... Enfin, ça dépend comment on code le mot de peuple, mais dans le peuple, on peut mettre les dominants et les dominés, on peut mettre l'exploiteur et l'exploité. Et donc, et des fois, souvent, quand on dit peuple, quand on dit pouvoir au peuple, en général, on sous-entend classe populaire, mais pas forcément. Quand on dit, je sais pas quoi, ici, quand on dit le peuple français, des fois, c'est glissant. Et il peut y avoir des dominants, il peut y avoir des oppresseurs, etc. dedans. Donc, dans le livre, moi, je parle de prolétariat colonisé quand j'ai besoin d'un concept opératoire. Et voilà. Et donc, oui, c'est fondamental de revenir sur le fait que de toute façon, tous les slogans sont codés différemment selon les personnes qui l'utilisent, selon les séquences. Et donc, moi, je réexplique aussi que, en fait, en décembre 60, c'est comme un petit peu la scène fondatrice de cette manière de coder ce slogan, dans laquelle on dit attendez, l'enjeu, c'est pas tant la prise du pouvoir et la direction de l'État que d'aboutir à la révolution, de se réapproprier la société algérienne, et ce qui est déjà en train de se passer à ce moment-là, c'est-à-dire quand les classes populaires reprennent les rues, et notamment les quartiers interdits, parce que c'est aussi ça qui se passe dans la plupart des grandes villes, c'est que du coup, les foules qui réussissent à se constituer, elles développent un rapport de force qui leur permettent de pénétrer dans des quartiers où c'était impossible d'exister librement pour les Algériens et les Algériennes, et donc des quartiers de leur ville, et où du coup, ça va être les premières fois qu'on peut exister en masse, sortir les drapeaux. Donc jusque-là, on se fait descendre pour sortir un drapeau algérien à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça résonne aussi avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des drapeaux qui sont constitués dans la nuit, entre le 10 et le 11 décembre, à l'appel de petits groupes du FLN. Mais il y a aussi des drapeaux qui ont été fabriqués déjà depuis des mois et des années, principalement par les femmes, sans que qui que ce soit leur ait donné l'ordre de le faire, et qui est leur participation, leur propre politisation dans le processus de libération, où d'elles-mêmes, en secret, elles trouvent du matériel, elles créent ces drapeaux, et donc il n'y en a pas deux pareils, des fois l'étoile n'est pas faite de la même... Bon bref, et puis il est en train de s'installer ce drapeau, et où elles vont se mettre en danger de mort, elles aussi, pour pouvoir le cacher et l'amener jusque dans la rue, puis le sortir. Tout ça, c'est vraiment, on n'est pas là juste face à des manifestations, comme on dirait des manifestations en France à différentes époques. Il y a une mise en danger de mort collective par les personnes qui prennent la rue face aux colons, face à la police, face à l'armée, et qui vont réussir à s'y maintenir. Et donc, c'est aussi la thèse que je défends, c'est qu'il y a un bouleversement de l'ordre colonial. Il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé jusqu'à ce moment-là, et où là, ça résonne un petit peu avec les travaux de Malika Lahal, où ces derniers travaux sur les festivités de 62, où en fait on se rend compte qu'entre décembre 1960 et juillet 1962, cette espèce d'effervescence ne s'arrête pas. C'est comme s'il y avait une sorte d'indépendance matérielle, formelle, populaire, avant l'indépendance institutionnelle. Comme si les Algériens et les Algériennes s'étaient, d'elles et eux-mêmes, débrouillés pour commencer à reprendre les rues, les quartiers, y danser, y chanter,
et toute une série d'autres choses qu'on ne voyait pas très bien et qu'on voit là dans l'enquête que j'ai menée. Mais ils organisaient par elles et eux-mêmes des cantines populaires pour nourrir le peuple dans les quartiers qui sont enfermés par l'armée, des centres de soins clandestins. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que des Algériens et des Algériennes créent, alors dans des mosquées, dans des caves, dans des arrière-cours, des lieux de soins gérés par des Algériens pour des Algériens, qui sont en fait les premiers hôpitaux algériens avant même l'indépendance. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui se créent à ce moment-là, qui sont une forme de réappropriation de la société par les Algériens et les Algériennes avant même l'indépendance officielle. Oui, il y a d'ailleurs dans votre film, si ce sujet intéresse les gens qui regardent, qui suivent ce débat, c'est Jamila Amran, qui est une historienne très connue en Algérie, qui a travaillé, c'est une des premières qui a travaillé sur le rôle des femmes dans la guerre d'Algérie, avec la vision qu'elle avait, elle, bon, parce que c'est chaque historien, il est de son époque aussi, hein, donc, mais il y a beaucoup de choses, et c'est très riche, c'est un des premiers livres très importants sur la place des femmes dans la révolution algérienne, dans la guerre, dans les maquis, mais pas seulement, et c'est le premier livre aussi qui dit à quel point la déception était grande dès l'indépendance acquise, parce que là, c'était les femmes à la maison, donc voilà. Mais j'aimerais qu'on enchaîne pour voir en quoi, éventuellement, c'est pas forcément un lien évident, pour moi en tout cas, entre ce mouvement populaire, disons, de décembre 60 et ce moment historique, politique important qu'a été, que reste le Hirak. Alors, je ne sais pas lequel des deux voudrait essayer de voir, essayer d'établir peut-être des convergences ou des filiations ou des transmissions. Justement, parce qu'il y a Le parallèle, puisque, le parallèle, il va de soi. Je vais juste dire deux, trois phrases et je laisse Mathieu parler. Le parallèle, il saute aux yeux par le caractère massif de l'occupation des rues par la population. Ça, c'est vraiment cette espèce de gigantesque afflux de gens de tous horizons. C'est de toutes conditions, de tout genre, etc. C'est le parallèle qui saute aux yeux. Maintenant, faire des comparaisons historiques est un exercice toujours extrêmement périlleux, extrêmement compliqué. Oui, il y a une filiation, il y a un héritage, il y a une transmission, mais il y a une transmission, j'allais dire, presque naturelle, à la fois du souvenir, de la mémoire de la guerre de libération, des héros de la Révolution et des grandes dates ou des grands mouvements historiques qui ont jalonné la résistance du peuple. Ça, c'est vrai. On l'a vu ressurgir des figures aujourd'hui qui n'étaient plus que des noms de rue. Hein, les manifestants reprenaient à leur compte l'Arbi Ben Mehdi, reprenaient à leur compte Didouche Mourad, et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie revendication historique. Je crois que ce qui caractérise les deux événements, c'est la quête de la dignité et du respect. Dans les deux cas, c'est ce qui peut les reprocher historiquement, politiquement, je veux dire. Il y a une demande de respect, une demande de dignité, une revendication de liberté dans les deux cas. Pour le reste, ce sont deux contextes historiques et politiques très différents. Entre la machine coloniale étrangère et une direction militaire, une dictature militaire endogène, si j'ose dire, il y a plus qu'une nuance, il y a une différence de nature. Mais si vous voulez, le combat pour la liberté et la dignité est toujours le même. Voilà. Mathieu Rigouste. Ouais, complètement. Enfin, moi, pareil, je pense que c'est pas très très intéressant d'essayer de faire des liens plus que ça entre les deux. Les manifestantes et les manifestants ont fait ces liens s'ils avaient envie. Bon, la génération qui avait marché à l'époque et qui a repris la rue à partir de février l'a faite. Hein. On voit hein, des anciens et des anciennes avec des pancartes un seul héros le peuple. Moi, j'ai marché que 2 fois parce qu'après les frontières ont été fermées, mais j'ai marché en avril 2000
2019 à Alger et en octobre. Et bon, voilà, après, en plus, je ne m'autorise pas à discuter plus de ça du mouvement de février 2019 parce que, bien sûr, je le regarde de près, mais depuis ici, quoi. Et bon, en tout cas, il y a des gens qui ont fait ces liens-là et on a vu une mémoire qui était incarnée par les anciens de décembre 60 revenir et être transmise. Parce que là, pour le coup, j'y assiste. Enfin, pendant mes recherches, quand je rencontrais quelqu'un qui avait participé à décembre 60 et qui s'en souvenait bien et qui avait envie de raconter, bah, en fait, on arrivait avec mes amis et puis l'oncle et le voisin venaient discuter et puis la tante. Et bon, ça créait des discussions assez extraordinaires entre différentes générations. Et donc là, des liens symboliques se faisaient entre les époques. Et bon, et puis avec un peu souvent cette manière provocatrice de comparer le régime actuel à l'ancien colonisateur, et qui est bien évidemment, les régimes sont complètement différents, mais en tout cas avec des investissements symboliques. Bon, voilà, moi après, l'enjeu de comparer d'un point de vue, je dirais, scientifique ou historique, il s'arrête là. Il y a effectivement cette question là de la place du peuple dans les rues, qui est fondamentale, et où là on a des formes qui se ressemblent énormément, et puis aussi le fait que les différentes strates des classes populaires sont présentes, et là c'est quelque chose qui est notable depuis le début, depuis février 2019, une présence très très importante des femmes, des anciens, des jeunes. Bon, et alors, selon les séquences des jeunes des classes populaires et des strates les plus pauvres, bon, ça dépend des séquences. Voilà, des choses comme ça, la place aussi de la performance corporelle, de pouvoir chanter, danser dans les rues, où bon, bah, il faut se rappeler aussi qu'avant février 2019, les manifestations à Alger, c'est pas possible. Enfin, les médecins libéraux, 25 médecins libéraux qui se réunissent dans le centre, se font matraquer. Donc prendre les rues massivement pour manifester, c'est presque en soi, c'est une victoire en soi, en fait. C'est le peuple algérien, depuis février 2019, c'est aussi octroyer la possibilité de manifester dans les rues tous les vendredis et le mardi, etc. Enfin, d'imposer. Et on voit bien en plus que régulièrement, tant qu'il le peut, le régime fait ce qu'il peut pour empêcher ces marches et qu'il n'y arrive pas. Et donc, bon, là, il y a encore des liens à tirer. Moi, peut-être quelque chose qui m'intéresse, et c'est parce que c'est une discussion qui arrive à chaque fois que je présente le livre ou le film. On se dit, mais alors, en fait, est-ce qu'on l'a gagné, cette indépendance, ou des gens qui me disent, mais quelle révolution finalement, en fait, puisqu'on s'est retrouvé avec un régime tel que celui qu'on connaît. Et là, j'ai l'impression il faut aborder la chose en dissociant peut-être une révolution anticoloniale et une révolution sociale, avec une révolution anticoloniale qui a abouti, où l'indépendance a été arrachée. Et même si d'un point de vue, on peut observer des formes de néocolonialisme qui sont revenues par d'autres moyens, par l'armée notamment, mais une indépendance réelle a été arrachée. C'est parce que c'est pas cette indépendance-là que De Gaulle venait essayer d'installer en décembre 60, justement. Et par contre, la révolution sociale, donc celle de la création d'une société égalitaire pour les femmes, pour les classes populaires, etc., une transformation générale de la société, ce processus-là, lui, a été arrêté à partir de 62 et à partir de la mise en place. Donc là, il y a toute une discussion sur pourquoi il a été arrêté. La mise en place d'un nouvel État, la mise en place donc bon, il y a ces années qu'on appelle de l'autogestion, mais où finalement, entre 62 et 65, l'autogestion part en bas, l'autogestion populaire, finalement, va être d'une certaine manière étouffée par la mise en place de l'État algérien. Et puis, elle va être complètement arrêtée à partir de 65. En tout cas, il y a une révolution, un processus de lutte pour l'émancipation sociale qui, lui, reprend son cours, on dirait, à partir de février 2019. Et puis, bon, là, pareil, on peut en discuter, mais il y a des gens qui parlent de février 2019 et du mouvement actuel comme d'un processus révolutionnaire et qui serait en cours. Et ben là, de ce point de vue-là, on peut peut-être aussi tirer des lignes avec un processus de révolution sociale qui était là aussi en cours pendant la révolution algérienne, mais qui s'est arrêté en 62, et pour le prolétariat algérien et pour les femmes. Oh, pas Juste seulement pour peut-être le une courte prolétariat et pour les commentaire, femmes, mais pour tout le monde. Oui. ouais. Juste un commentaire justement d'Omar, et peut-être de reparler aussi de ce livre,
qui a été Oui. consacré au Irak et qui est sorti à la limite au bon ou au mauvais moment, enfin juste avant, un mois avant la crise du Covid, La et pandémie. donc qui a été publié en février 2020. Donc à cette époque-là, bon, on n'était pas encore dans la période de répression où on est aujourd'hui. On sait qu'il y a 214 quand même prisonniers politiques du Irak Tout au à fait. jour d'aujourd'hui, que la répression est très forte et qu'il semble qu'on est dans l'impasse, quoi, hein. Quand vous avez fait le livre, c'est autre chose. D'ailleurs, ça s'appelle l'invention d'un soulèvement. Pourquoi? Oui. Ça s'appelle parce que c'est une forme d'insurrection pacifique, non violente, massive, généralisée, qui vient démentir à peu près toutes les théories préexistantes sur les divisions ethnico-culturelles, religieuses, régionales, etc. Tout ça est démenti et balayé par une espèce de montée, de levée en masse, si j'ose dire, de la population dans toutes ces catégories, dans toutes ces dimensions. Ce que je voudrais juste revenir sur l'aspect de la révolution qui s'arrête en 62. Dès l'été 62, dès la crise de l'été 62, celle qui a vu une guerre civile entre l'armée des frontières et les maquis de l'intérieur, la question de la confiscation de la révolution ou de l'inachèvement de la libération se pose en termes tout à fait clairs. Et il continue à se poser à travers les régimes. Alors, ce qu'on va concéder aux populations les plus défavorisées, qui représentent 90% de la population algérienne, 95%. Parler de classe populaire en Algérie avant l'indépendance, c'est parler quasiment de l'intégralité du peuple. Vous avez plus de 90% d'analphabètes, vous avez une population clochardisée. Le prolétariat algérien, je me souviens des camarades syndicalistes de mon père, ils étaient extrêmement minoritaires. C'est plutôt un lumpen prolétariat massif plutôt qu'un prolétariat. Donc tout ça arrive en 62 devant une situation où un coup d'arrêt est mis aux revendications politiques, quelles qu'elles soient. Et le pouvoir est concentré entre les mains de militaires qui vont, pour essayer de gagner un temps politique précieux, autoriser un certain nombre d'avancées sociales sous Ben Bella, qui vont se poursuivre malgré tout sous Boumedienne. Hein. Il ne faut pas oublier que Boumedienne, c'est quand même l'étatisation, la nationalisation des ressources fossiles, c'est quand même la révolution agraire, avec toutes ses limites, c'est quand même aussi le développement industriel de l'Algérie, avec toutes ses insuffisances et ses excès. Donc, il existe, jusqu'à la fin de Boumedienne, cette espèce de souffle politique, parce qu'il existe encore au sein du régime des cadres issus de la guerre de libération. Mais en échange, il y a un tarissement, un étouffement de tout ce qui a constitué l'alpha et l'oméga de la lutte politique du peuple algérien depuis les années 30, depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au très justement nommé Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. C'est ça toute la question. La question, elle est sociale, mais elle est fondamentalement juridico-politique. Ce que les Algériens n'ont jamais admis, c'est d'être privés de leurs droits par les colonialistes français et ensuite privés de leurs droits par la dictature militaire. Ce qu'ils veulent, et les slogans du Hirak sont extrêmement explicites de ce point de vue, ce qu'ils veulent, c'est un État de droit. Le contenu politique des gens des messages qui irriguent le Hirak, il est divers. Il est extrêmement divers. Il y a, c'est ça qui est très sympathique, des camarades qui activent dans le Hirak de manière permanente nous disent que vous retrouvez dans le Hirak des oulémistes, vous retrouvez des centralistes, c'est-à-dire des bourgeois Farhat Abbas, vous retrouvez des prolétaires du PPA-MTLD. Il y a toutes les sensibilités profondes politiques qui se retrouvent là-dedans. Et il y a une sorte de consensus. En cela aussi, il y a une similarité avec la période de la guerre anticoloniale. Il y a une sorte de consensus pour le droit, pour les libertés publiques, pour le respect de la dignité, pour la fin des exactions, de la torture et des dépassements. Ça, c'est clairement exprimé dans le Hirak. Et aujourd'hui,
effectivement, Catherine, tu as raison, nous sommes dans une impasse. Mais l'impasse, elle était prévisible. Nous le savons et nous l'avons écrit à plusieurs reprises, ce régime ne peut pas tolérer la moindre ouverture, parce que la moindre ouverture signifie sa fin. Oui, Ce bien sûr, régime est c'est ça aussi articulé. la différence. Alors, évidemment, c'est Oui, pas le même pays, voilà. mais quand on pense au Soudan, où il y a eu aussi Oui. une protestation de rue incroyable et assez inattendue, ils ont fait tomber le chef de l'État, le dictateur, et une transition, cas un cas, on verra ce que ça donne, mais il y a une transition qui s'est mise en place. C'est pas du tout le cas en Algérie, et ça semble, enfin, ça fait peur, lorsqu'on se dit que ce Ah régime, oui, 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 c'est. effectivement, il ne veut aucun, il n'est prêt absolument à aucun dialogue, et c'est une chose assez menaçante dans le contexte en plus mondial, où on sait que le côté coup de force, ça ne fait plus peur. Hein. Il y a enfin, c'est assez terrifiant, le contexte mondial. Alors, avant de continuer peut-être avec l'un et l'autre, il y a peut-être des questions dans le public extrêmement nombreux qui est ici avec nous. Il y a Gilles Manseron qui est à mes côtés, qui a peut-être une question, ou n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions à faire peut-être. Gilles? Oui, bonjour Omar, bonjour Mathieu, on s'est croisés, surtout Omar, mais oui, merci pour ces éclaircissements. D'abord sur décembre 60, moment essentiel où le peuple est rentré en scène, si je puis dire, dans cette guerre d'indépendance nationale algérienne. J'aurais envie d'aligner d'autres événements que les deux que vous avez rappelés et discutés, décembre 60, février 21, hein, j'avais envie d'associer un autre jalon qui est le 8 mai 45 et ses suites. Hein, la période mai, enfin 1er mai, 8 mai, différentes choses qui se sont passées dans l'Algérie postérieurement au débarquement des Alliés et dans un contexte qui est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un moment d'effervescence populaire, me semble-t-il. Et puis 17 octobre 61, mais ça c'est dans l'immigration en France, mais ça a été un moment aussi où le peuple est rentré en scène, si je puis dire, où la population est rentrée en scène, mais un tragique. Bon. Alors, indépendamment de cette réflexion, j'avais envie de poser une question à Mathieu Rigouste par rapport à sa caractérisation de décembre, 9-10-11 décembre essentiellement, comme un mouvement qu'il a presque caractérisé comme un mouvement contre De Gaulle et contre ses plans d'une fausse république encore soumise, etc., république algérienne. Que cette dimension existe chez De Gaulle d'abord, qui a essayé toutes les formules pour clore la guerre, mais fin 60, De Gaulle avance quand même ces termes que Catherine a rappelé au début, République algérienne. Et c'est un peu un écho à ce mot d'ordre qui est repris par la population algérienne, contrairement à la population européenne d'Algérie qui dit non, Algérie française. C'est comme ça qu'ils disent, le refus des consignes du gouvernement français. Bon, ça, c'est leur problème. Mais en tout cas, et puis De Gaulle, c'est son dernier voyage en Algérie. Quand il repart le 10 ou le 11, c'est la dernière fois qu'il met les pieds dans ce pays. Il ne peut plus retourner parce que sinon il serait descendu par les extrémistes et les militaires. En janvier 61, se fonde l'OAS en Espagne. Après, c'est le putsch d'avril. Et maintenant, il y a une coupure. Il y a une coupure, et y compris une coupure dans la droite française. Hein, bon, je ne vais pas l'étendre là-dessus, ce n'est pas notre sujet. Mais il y a une coupure très nette dans la droite française, ceux qui suivent De Gaulle dans les accords d'Évian, le principe de l'indépendance, et les autres, et notamment l'OAS, et puis une bonne partie de l'armée quand même, plus que les putschistes, hein, au-delà des putschistes d'avril. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est le début d'une coupure qui se reconfigure dans la guerre, à la fin de la guerre, entre ceux qui veulent l'indépendance de l'Algérie, ou qui y souscrivent, ou qui s'y résolvent. Hein. Alors, il y a le peuple algérien qui le veut, et puis il y a des Français, y compris des Français du gouvernement, qui finissent par l'accepter, et puis ceux qui la refusent, c'est-à-dire les extrémistes
qui vont faire l'OAS, une grande partie de l'armée, etc. Il y a une nouvelle configuration, en quelque sorte, qui se forme à ce moment-là autour de l'Algérie indépendante ou pas, quoi. Bon, voilà. Puis j'avais une question, mais ça, on ne va pas l'aborder maintenant, peut-être sur le Irak. Quid pour de l'avenir du Irak et qu'est-ce qu'il faut pour que ça débouche, si je puis dire. Ça, c'est plus pour Omar. Alors, Mathieu Rigoust. Bon, moi, de toute façon, j'essaye pas de faire parler ces soulèvements-là à leur place. En plus, il y a plein de manières de s'impliquer, hein. Il y a des enfants qui descendent dans la rue et qui disent qu'ils avaient, avec le recul, qu'ils avaient une conscience politique et qu'ils voyaient bien ce que c'était que l'ordre colonial, mais qu'ils n'étaient pas formés comme un militant, etc. Mais il y a quand même une. Bon, du coup, moi, ce que j'essaye de montrer, en tout cas, c'est qu'il y a un débordement de l'ordre colonial, qui soit gaulliste ou représenté par les exactions des ultras. Mais il y a aussi des éléments qui nous montrent que, quand même, le projet de troisième voie gaulliste, parce que là, De Gaulle, à ce moment-là, vient quand même proposer des négociations qui ne sont pas avec le FLN, qui sont avec une administration algérienne qui aurait été plus ou moins mise en place par la France. Son but est, encore une fois, de ne pas avoir à discuter avec le FLN. Et donc, comme Omar Bendera l'a dit dans son souvenir, où il y a d'autres slogans que Algérie algérienne qui sont utilisés, Algérie arabe, et puis il y a le Algérie musulmane aussi, et qui est proposé justement par le FLN. Et là, encore une fois, il y a aussi cette discussion sur quels cadres du FLN sont présents à ces moments-là, parce que, pour le coup, la dite bataille d'Alger, donc, qui a eu ses équivalents dans d'autres grandes villes comme à Constantine, par exemple, en tout cas des déploiements massifs de la contre-insurrection, ont effectivement massacré l'organisation politique de l'indépendance dans les grandes villes, mais comme on l'a vu partout, et ça les différents travaux en histoire l'ont montré, en fait, le FLN se reconstitue, en tout cas des cellules du FLN se reconstituent dès que possible. Et là, donc, par exemple, dans Alger, même, si on va parler de cadres du FLN, c'est pas des gens qui sont en lien direct avec Tunis, qui sont des gens qui ont une formation politique au sens qu'on entendrait actuellement. C'est des gens qui se sont formés sur le tas, qui sont devenus finalement des personnes qui peuvent encadrer un mouvement, qui peuvent aider, etc., qui sont des référents, qui sont légitimes auprès des gens, mais c'est pas, c'est pas des grands cadres politiques. C'est des personnes qui sont devenues des révolutionnaires par la pratique, par leur engagement, et qui sont aux côtés de la population. Et du coup, ces personnes-là vont aussi traduire cette compréhension qu'il a. Pour le coup, je pense qu'à Tunis, c'est très clair, les stratégies gaullistes, elles sont perçues, enfin, tu vois, d'un programme néocolonial ou d'une fausse indépendance, et où là, on va effectivement, comme ça a été dit, donc ces cadres avec des guillemets du FLN vont transmettre des slogans et des pratiques d'encadrement à partir du 11 décembre, pas avant, et qui vont avoir, selon les villes, différents effets. Et elles auront des effets que quand elles sont légitimes, c'est-à-dire quand les gens qui manifestent donnent une légitimité aux personnes qui viennent leur dire utilise plutôt ce slogan, mettez ça sur les banderoles, etc. Mais par contre, dans toutes les grandes villes et dans les villes moyennes, on voit le surgissement massif et la prise des rues. Ces réseaux du FLN qui sont en cours de réorganisation après les plans d'écrasement, en fait, sont quand même assez minces, et de l'aveu même des personnes qui y participaient, n'avaient pas les moyens d'organiser tout ça. Il y a eu une tentative d'encadrement a posteriori pour donner du sens à tout ça, et avec une conscience claire de ce qui se jouait du point de vue du gaullisme. Voilà pour des éléments de réponse, quoi. Oui, non, mais je partage tout à fait Vas-y. Je partage tout à fait ce que vient de dire Mathieu Rigoust. C'est exactement comme ça que nous le percevions nous-mêmes. Alors, quand on est enfant dans un régime colonial raciste où on vous traite d'indigène, le mot indigène pour nous était une injure. On n'en connaissait pas vraiment le sens quand nous étions enfants, mais on savait que c'était une injure et que c'était un qualificatif fort dépréciatif. Donc, vous n'avez peut-être pas la conscience politique d'un Boukharine, mais vous arrivez quand même à savoir quels sont vos amis et quels sont vos adversaires. Donc, c'est vrai que rapidement, beaucoup de gens qui n'étaient pas politisés le sont devenus par la force des choses.
parce qu'on les a obligés à être politisés. Et ces cadres du FLN plus ou moins spontanés qui vont reconstituer des sortes de comités de base, hein, qui vont devenir ensuite des commandos FEDAIN, hein, c'est eux qui vont faire la contre-insurrection anti-OAS au cours de 61. Cela, effectivement, émerge de ce bouillonnement. Ils ne sont pas formés politiquement, mais ils savent que De Gaulle veut une troisième force. Ils savent que De Gaulle joue les libéraux contre les extrémistes pieds noirs. Ça, ils le comprennent bien. Et ils comprennent aussi qu'il faut se battre contre ces gens-là et qu'il faut orienter la population, il faut dissuader la population d'écouter, d'être à l'écoute de ces discours-là. La troisième force a joué un rôle important à partir de 61 dans le maintien de l'ordre pratique, hein, dans les rues d'Alger, en tous les cas dans mon souvenir à moi. Mais j'étais complètement discrédité du fait, non pas qu'ils étaient la troisième force, mais du fait de l'action de propagande, de l'action du FLN, clairement. Voilà. J'aimerais pour conclure, parce que l'heure tourne, je repose un peu la question qui est certes très vaste de Gilles Manceron sur quid du Irak, dans la mesure où effectivement, pour le moment, la situation est dans une impasse. Et on voit mal comment est-ce que les choses peuvent rebondir. Donc, si tu pouvais conclure là-dessus, Omar, avec peut-être une analyse ou un commentaire sur en sachant qu'il y a de formidables élections qui vont être organisées dans quelques jours, mais à part ces pantalonnades, ces fariboles, il n'y a pas grand-chose de très solide et d'espoir, on voit mal. Alors, ce que nous avons, moi, ce que je vois à travers les innombrables échanges que j'ai avec les camarades en Algérie, c'est que personne, aucun d'entre eux ne m'a jamais dit à aucun moment que le Hirak allait, qu'on allait prendre le palais d'hiver un beau soir et que nous allions installer une république démocratique en Algérie à court terme. Personne ne se berce d'illusions et tout le monde sait que c'est un combat de très longue haleine. Mais la première victoire du Hirak, c'est le Hirak lui-même. C'est-à-dire que c'est l'expression d'une rupture irrémédiable, irréversible entre des catégories immenses de la population, les catégories populaires, parce que c'est aussi, cette lutte pour les libertés est aussi une lutte de classe. C'est une lutte de classe qui oppose cette nouvelle bourgeoisie comprador irriguée par la rente et en symbiose avec le commandement de l'armée et des classes populaires aujourd'hui de plus en plus vulnérabilisées sous l'effet de la crise économique, sous l'effet de la pandémie. J'y reviendrai. Donc, personne n'a cru que le Hirak allait vaincre le régime militaire au bout de quelques semaines de manifestations ou de quelques mois. C'est un combat de très longue haleine. Le régime militaro-sécuritaire algérien est installé depuis avant même l'indépendance formelle du pays. C'est un régime qui contrôle de manière extrêmement étroite le territoire et la société, avec un maillage politique et sécuritaire extrêmement étroit, extrêmement dense. Donc, penser que nous allons renverser ce régime au bout de quelques mois de manifestations est un leurre. L'arme du Hirak, c'est de refuser les termes de la négociation du régime, parce que le régime voudrait, souhaiterait, veut de la violence pour pouvoir réduire cette opposition-là. Or, l'intelligence politique du peuple, c'est de refuser la violence. C'est la patience, c'est le sens de l'engagement à très long terme. Nous n'allons pas gagner à court terme. C'est une longue entreprise. Mais les échéances qui se profilent, je vais être assez rapide là-dessus. En 2022, quand il n'y aura plus de réserve de change, à moins d'un miracle sur le marché pétrolier, l'Algérie se retrouvera sans réserve de change au début, probablement au second trimestre de 2022, et n'aura comme revenu des hydrocarbures que 15 à 20 milliards de dollars face à une facture d'importation incompressible d'au moins 30 milliards. Que va-t-il se passer ?
J'ai géré la dette avec les camarades de la réforme à la fin des années 80, au début des années 90, avec Razi Hidoussi, Mouloud Hamrouch, Mouloud Haddir et d'autres. Et je sais combien il a été difficile de faire face aux échéances alimentaires de la population. Nous n'étions que 21 millions. Nous sommes aujourd'hui 44 à 45 millions. Comment ce régime-là va-t-il gérer cette situation en 2022? Sans accord politique, je ne vois vraiment rien d'autre que le chaos, que l'effondrement. Et toute l'intelligence du Hirak, c'est que tout le monde le sait. Ça, personne ne l'ignore. Je ne suis pas en train de découvrir l'eau chaude. Les gens le savent. Et ils savent aussi que le danger qui menace l'Algérie, c'est que l'effondrement de ce régime, la dislocation de ce régime, pourrait signifier la dislocation de l'État et pourrait porter atteinte à la pérennité de l'idée même de nation. Donc, il y a de grands dangers qui menacent ce pays à courte échéance. Et à moins d'un miracle, le régime sera obligé d'arriver à un aggiornamento, lequel, on ne sait pas, mais il sera obligé. Je vous remercie beaucoup et l'un et l'autre. On va clore ce débat. Merci Mathieu Rigouste, merci Omar Bandera. Bon, souhaitons qu'il y ait Merci à vous, des rebondissements et peut-être Oui, on verra. On verra. Merci en tout cas à vous et à vous tous. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Mathieu, merci Catherine. Merci à tout le monde. Merci. Merci. C'était un peu compliqué. Désolé pour les catastrophiques conditions. Là, je pouvais pas. Alors, mettre fin.